Au milieu de ce train, une locomotive est tournée vers l'arrière. La cabine est vide. Personne aux commandes. Et personne ne l'a retournée parce que cela ne servirait à rien. Ce qui déplace 15 000 tonnes, ce n'est pas la direction dans laquelle pointe ce nez d'acier. Et la raison de cela change tout. Alors, que voyez-vous vraiment lorsqu'une locomotive est orientée vers l'arrière? Le problème que personne n'a pu résoudre pendant un siècle. Pendant des décennies, le chemin de fer de fret a vécu avec une limite qui n'était ni budgétaire ni liée à la volonté. C'était de la pure physique. Imaginez un conducteur dans la cabine d'une locomotive, regardant à travers le pare-brise une pente de 2% en pleine Sierra Nevada. Derrière lui, 150 wagons, 15 000 tonnes, et tout ce poids connecté par des attelages en acier, supportant jusqu'à 900 000 livres de traction avant de céder. Cela semble beaucoup, et ça l'est, mais ce n'est pas infini. Chaque fois qu'il ouvrait l'accélérateur, la tension ne se répartissait pas. Elle voyageait, de la locomotive au premier wagon, du premier au deuxième, du deuxième au troisième, comme une vague parcourant des kilomètres de train avant d'atteindre le dernier wagon. Sur terrain plat, gérable. Sur une rampe prononcée, démarrant à l'arrêt avec tout ce poids mort derrière, les attelages travaillaient près de leur limite réelle. Et quand un attelage cède sur une pente, ce n'est pas un contretemps, c'est un désastre. C'était le problème. Et pendant longtemps, personne n'a su comment le résoudre sans mettre plus de gens dans le train. La solution qui a tout changé et que personne ne voit. La réponse, quand elle est arrivée, était si simple qu'elle en devenait presque offensante. Ne mets pas toute la puissance au même endroit. La puissance distribuée place des locomotives à plusieurs endroits du train, pas seulement à l'avant. Le résultat immédiat, cette vague de tension qui parcourait 2,5 km d'attelage se casse en morceaux plus petits. Au lieu d'un seul événement énorme qui pousse les attelages à leur limite, il y a 2 ou 3 événements mineurs répartis le long du convoi. Les attelages respirent. Le train cesse d'être une chaîne sur le point de se briser et commence à se comporter comme un système. Et il y a quelque chose de plus qui n'est pas évident avant d'y réfléchir. Le freinage. Dans un train conventionnel, quand le conducteur freine, la pression doit parcourir des kilomètres de tuyaux avant d'atteindre les wagons de l'arrière. Avec des locomotives distribuées, les freins arrière s'activent en même temps que les freins avant. Le train s'arrête comme un bloc, pas comme un accordéon. Dans les Rocheuses, ce n'est pas un avantage. C'est la différence entre que le train arrive ou n'arrive pas. Si cela vous semble déjà une solution brillante, ce qui suit est ce que très peu de gens connaissent. Aimez, si vous voulez que nous continuions à faire ce type de contenu, car maintenant vient la partie qui explique tout. En 1967, un ingénieur de GE a résolu le problème de coordination. Mais il y avait un problème avec la puissance distribuée que personne n'avait encore résolu. Si vous mettez des locomotives à l'arrière du train, quelqu'un doit les piloter. Avant 1967, ce quelqu'un était un deuxième conducteur, seul, dans une cabine à l'arrière du convoi, séparé du conducteur avant par 1 km de wagon et une radio avec des interférences. La coordination était manuelle et la marge d'erreur était brutale. Si celui de derrière ouvrait trop l'accélérateur pendant que celui de devant freinait, le train se comprimait comme un ressort. 100 wagons se poussant entre eux. S'il appuyait peu pendant que celui de devant accélérait fort, le train s'étirait dans la direction opposée. Dans l'un ou l'autre cas, le résultat pouvait être un attelage cassé, un déraillement ou les deux à la fois. En 1967, le Canadian Pacific a été le premier à sortir de ce problème. Le système s'appelait Locatrol, développé par General Electric et envoyait des signaux de contrôle à travers la propre ligne électrique du train. Pas de radio, pas de deuxième conducteur. Un ordre depuis la cabine avant voyageait par le câblage du convoi et les locomotives arrière répondaient seules. Dans les années 90, les systèmes radio ont remplacé le câblage et la fiabilité a explosé. Aujourd'hui,
un seul conducteur contrôle entre 12 000 et 16 000 chevaux répartis dans des locomotives qui peuvent être à 1 mile de distance. Temps de réponse ? Environ 1 seconde. La locomotive à l'envers n'est pas le phénomène. C'est l'empreinte. Alors nous revenons au croisement, à cette locomotive regardant vers l'arrière. Lorsqu'une unité de puissance répartie doit se placer à l'arrière du train, les locomotives se désengagent de la tête du convoi, contournent le train par une voie adjacente et s'accouplent à l'extrémité arrière. Ayant circulé en sens inverse, elles regardent vers l'arrière. Personne ne les tourne. Il n'y a aucune raison de le faire. La locomotive arrière ne dirige pas, elle pousse. Il n'y a pas de conducteur à bord. La cabine est vide. Et ce qui contrôle la direction du train, ce n'est pas le sens dans lequel pointe ce nez d'acier. C'est un interrupteur de renversement qui indique au moteur de traction dans quelle direction tourner. La cabine n'est qu'une carcasse, une étiquette. Ce qui déplace 15 000 tonnes est à l'intérieur et obéit à un signal radio venant d'1 kilomètre en avant. Cette locomotive regardant vers l'arrière n'est pas une erreur que personne n'a corrigée. C'est la signature visible d'un système qui opère en dessous de ce que l'œil peut lire. Ce que cette locomotive à l'envers traîne derrière elle. Grâce à tout cela, les trains qui circulent aujourd'hui auraient semblé impossibles il y a 40 ans. B, N, S, F et Union Pacific exploitent régulièrement des convois de plus de 3 km de long dans l'Ouest américain. Certains trains de charbon dépassent les 4 km et demi. Tout est géré par 2 personnes. Le même équipage de 2 conducteurs qui gérait auparavant un train de 3000 tonnes en conduit aujourd'hui un de 15 000. Pas parce que les conducteurs sont meilleurs, mais parce que le système qui fonctionne sous eux est complètement différent. Et cela a des conséquences économiques réelles. La puissance distribuée améliore l'efficacité énergétique de 4 à 6% sur certaines routes. Pour un opérateur qui brûle des centaines de millions de litres de diesel par an, ce pourcentage n'est pas un simple détail comptable. C'est un chiffre qui change des budgets entiers. Le grain qui arrive à un port, le bois qui sort d'une scierie dans le nord-ouest, le conteneur qui a traversé un demi-continent avant d'arriver à l'entrepôt. Il y a une forte probabilité qu'une partie de ce voyage ait été effectuée avec une locomotive regardant vers l'arrière, poussant silencieusement depuis le fond du convoi, sans que personne sur le quai n'y prête la moindre attention. Exactement comme il se doit. La signature du système. Les systèmes les plus efficaces du monde semblent rarement efficaces de l'extérieur. Ils semblent négligés. Ils ressemblent à des choses que quelqu'un a oublié de corriger. Cette locomotive tournée vers l'arrière est le signe visible d'une chaîne logistique où le temps vaut plus que l'esthétique et où la direction d'une cabine vide compte exactement pour rien comparé au moteur de traction qui pousse 15 000 tonnes sur une pente en pleine Sierra Nevada. On ne la fait pas tourner parce que cela coûterait plus que ce que cela économise. Et reconnaître cela et agir en conséquence, c'est ce qui distingue une opération bien pensée d'une qui ne semble coordonnée. La prochaine fois que vous voyez une locomotive tourner vers l'arrière, vous savez ce que vous voyez. Pas une erreur. La signature d'un système qui fonctionne exactement comme il est conçu. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le chemin de fer de fret moderne, la vidéo suivante va vous intéresser. Il y a plus de logique cachée dans ces trains qu'il n'y paraît à première vue.